Pour faire face aux attaques de panique, il est primordial que vous soyez bien informé. Le fait d'éprouver de tels symptômes sans en comprendre l'origine alimente davantage l'anxiété et crée un cercle vicieux qui va faire que l'attaque de panique initiale va se transformer en trouble panique. Pour en savoir plus, vous trouverez des livres pour vous aider à faire face au TPA dans la bibliographie. Je vous mets le lien vers 2 d'entre eux, notamment le livre de Marchand et Le Tartre et celui d'Emery, qui sont les plus reconnus et ceux qu'on conseille de manière générale aux patients. Pour comprendre ce qui se passe, nous allons prendre les choses dans l'ordre chronologique. Dans un premier temps, ce qui se passe généralement, c'est que la personne se retrouve dans une situation donnée et il va y avoir un déclencheur, un stresseur, qui va engendrer du stress. Ce déclencheur peut être identifié ou non. C'est même assez fréquent que les personnes ne sachent pas précisément ce qui a déclenché la première attaque de panique. Donc, il y a un déclencheur qui génère du stress. Ce stress va activer une partie de notre système nerveux, le système nerveux autonome sympathique, qui va entraîner toute une cascade de réactions physiologiques qui vont provoquer des signes physiques, et selon le contexte, cette réaction physiologique sera aidante ou non, selon si on se trouve face à un danger réel ou non. Le problème, c'est que lorsque ces signes ne sont pas reconnus comme étant liés au stress, la personne, ne sachant pas d'où viennent ces symptômes, peut s'inquiéter et notamment s'inquiéter d'avoir un problème de santé qui expliquerait ces symptômes. Les idées les plus répandues lors d'une attaque de panique sont « je suis en train de faire un infarctus, je vais mourir » ou encore « je suis en train de devenir fou ». Et bien sûr, il y en a plein d'autres de possibles. Il s'agit de pensée et plus particulièrement d'interprétation, c'est-à-dire que c'est notre façon de lire la situation et en l'occurrence ici, il s'agit d'interprétation catastrophe. Ces pensées vont donc être anxiogènes, c'est-à-dire que ça génère de l'anxiété, ce qui va augmenter le niveau de stress et donc amplifier les symptômes physiques. Ce qui va être perçu comme la confirmation que quelque chose ne va pas et donc stresser encore davantage la personne, et ainsi de suite. Je stresse, j'ai des symptômes physiques, je comprends pas, je me dis que quelque chose ne va pas, je stresse encore plus, etc., etc. Et on a donc un beau cercle vicieux qui se met en place et qui peut donc aller jusqu'à une attaque de panique relativement sévère. Souvent, il peut y avoir, en plus de l'interprétation que quelque chose de grave est en train de se produire, la perception de l'émotion comme étant intolérable et inacceptable. Cette perception fait que la personne tente de la supprimer, ce qui est impossible, et a même l'effet inverse. Cela génère encore plus d'affects négatifs. Alors que si les émotions sont perçues comme tolérables et acceptables, il n'y a pas de tentative de suppression et l'humeur se normalise naturellement. Donc si je résume, on a du stress qui va entraîner des symptômes qui eux-mêmes vont entraîner des interprétations que quelque chose ne va pas et que l'émotion est insupportable, ce qui va engendrer encore du stress. Le stress augmente donc de plus en plus jusqu'à l'attaque de panique. Mais plus précisément, c'est quoi une attaque de panique? À quoi ça ressemble? Alors déjà, il faut savoir qu'une attaque de panique peut prendre des formes différentes selon la personne et le moment. Une même personne n'aura pas forcément toujours des attaques de panique identiques. En fait, il y a des symptômes spécifiques qui permettent d'établir qu'il s'agit bien d'une attaque de panique, mais la personne ne va pas avoir tous les symptômes de la liste. Pour parler d'une attaque de panique, il en faut au moins 4. Et ces symptômes, on peut les regrouper en 5 grandes catégories, et là aussi, toutes les catégories ne sont pas forcément présentes à chaque attaque de panique. Il y a donc des symptômes cardiovasculaires, des symptômes respiratoires, des symptômes vestibulaires, c'est le centre qui gère l'équilibre, des symptômes consécutifs à l'hyperventilation et des symptômes liés à la tension musculaire. Voilà un peu comment on peut regrouper les différents symptômes. Si on rentre un peu plus dans le détail, dans les symptômes cardiovasculaires, on trouve en particulier de la tachycardie, c'est-à-dire le rythme cardiaque qui s'accélère. Des extrasystoles, c'est un genre de bug dans le rythme, un soubresaut ou à l'inverse une pause des battements du cœur, et des douleurs thoraciques. Pour ce qui est des symptômes respiratoires, il s'agit surtout d'une sensation d'étouffement combinée à une accélération du rythme respiratoire qui va être responsable de l'hyperventilation. Et justement, cette hyperventilation va engendrer d'autres symptômes, tels que la sensation d'irréalité, le sentiment de dépersonnalisation, mais il y a aussi les engourdissements, la sensation de faiblesse ou d'être sur le point de perdre connaissance. Tout ça, vient de l'hyperventilation. On va y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure.
Les symptômes vestibulaires comprennent en particulier des sensations d'étourdissement et des nausées. Et enfin, il y a les symptômes reliés à la tension musculaire, tels que les tremblements et les raideurs musculaires. Tous ces symptômes sont simplement liés au stress. Tous. En fait, lorsque l'on perçoit ou imagine une menace, cela va déclencher automatiquement du stress. Et le stress va entraîner une cascade de réactions dans notre corps afin de nous préparer à faire face au danger via deux comportements types, s'enfuir ou combattre. Fight ou flight en anglais. Je vous le dis aussi en anglais parce que ce sont des notions qui ressortent souvent, donc autant que vous les ayez déjà entendues au moins une fois. Alors, oui, à la base, les mécanismes du stress, c'est un système efficace qui nous a permis de survivre jusqu'ici en tant qu'humains. Alors si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait une attaque de panique et vous devez vous demander en quoi est-ce que tout ça là, ça peut bien être utile et aidant à quoi que ce soit. Je comprends que ce soit pas super évident, mais en fait l'attaque de panique est une réaction physiologique d'alarme, de stress, qui serait adaptée en présence d'un danger grave et imminent qui vous demanderait de fuir ou de combattre. Mais pour mieux comprendre le pourquoi du comment, voyons un peu plus en détail ce qui se passe dans le corps. Lors d'une attaque de panique, on observe différentes choses. On observe que la pression artérielle dans les artères augmente. Les fibres musculaires striées se contractent et augmentent le tonus musculaire. Les vaisseaux se dilatent pour que le débit sanguin augmente dans les muscles. Tout ça, ça va permettre une meilleure alimentation des muscles et préparer à agir rapidement grâce au tonus augmenté. Ce qui va être responsable des spasmes et de la tension musculaire que l'on peut ressentir. A l'inverse, on va avoir une diminution du débit sanguin au niveau de l'estomac, des intestins, des reins, etc. En fait, ils ne sont tout simplement pas utiles en cas de danger, donc le corps garde l'énergie pour les zones plus utiles au vu de la situation. D'où la sécheresse de la bouche, ainsi que les nausées ou la gêne abdominale. Ça peut aussi expliquer le besoin d'aller au petit coin parce que le corps fait du vide pour pas être en plein travail de digestion si c'est pas le moment, parce que ça consomme énormément d'énergie de digérer. Il n'y a qu'à voir le coup de pompe après avoir déjeuné l'après-midi. Je pense que ça parle à tout le monde. Bref, comme les muscles ont besoin d'être davantage irrigués pour être alimentés, le rythme des battements du cœur s'accélère pour desservir tout le corps en oxygène et en glucose, entre autres. Donc ça va expliquer les palpitations et l'accélération du rythme cardiaque. Mais on va aussi avoir des modifications au niveau de la peau avec une vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux se contractent, ce qui explique qu'on soit blanc comme un linge, les poils se hérissent, la coagulation sanguine augmente. Tout ça, ça va permettre de se préparer à d'éventuelles blessures. Il va y avoir aussi sécrétion de sueur pour refroidir le corps parce que le corps ne supporte pas bien les excès de chaleur. Donc si on a besoin de s'activer, le corps est déjà prêt. Ce qui explique donc la transpiration ainsi que les frissons ou les bouffées de chaleur. On aura aussi le métabolisme cellulaire et la concentration de glucose dans le sang qui augmente. La transformation du glycogène en glucose dans le foie et dans les muscles augmente également. Ça va permettre d'avoir du carburant prêt à être consommé. Et en l'occurrence consommé essentiellement par les muscles. Enfin, l'activité cérébrale devient très sélective, l'attention est orientée vers le danger, ce qui permet de ne pas se laisser distraire et de garder à l'œil le danger pour réagir rapidement. On voit donc bien ici que l'ensemble des symptômes de l'attaque de panique sont liés à la préparation du corps à faire face à la menace. Mais il reste des symptômes moins évidents qui sont ceux secondaires à l'hyperventilation. On en a déjà un peu parlé, mais on va reprendre ça plus en détail parce que dans une attaque de panique, l'hyperventilation est un point central, donc c'est capital que vous compreniez bien ce qui se passe. Lors d'une attaque de panique, le rythme respiratoire s'accélère pour se préparer à l'action. On l'a déjà dit. Le problème, c'est que le stresseur n'est pas un danger réel qui nécessite de se battre ou de s'enfuir à toutes jambes. Donc, comme la personne ne va pas produire un effort physique et donc utiliser les ressources mises à disposition par le corps, il va y avoir un déséquilibre. Au niveau respiratoire, ce déséquilibre va être particulièrement gênant. En fait, avec l'accélération du rythme respiratoire, on va avoir davantage d'oxygène dans les poumons et plus assez de gaz carbonique, ce qui va créer un trouble de l'équilibre acido-basique, entraînant ce qu'on appelle l'alcalose respiratoire.
L'alcalose respiratoire se voit lors d'une attaque de panique, mais aussi lorsqu'on se trouve en altitude par exemple. En fait, cette consommation accrue d'oxygène, le fait d'avoir plus d'oxygène et d'expulser aussi davantage de CO2, serait adapté, toujours pareil, dans une situation où la personne doit faire une activité physique intense. Dans le cadre d'une attaque de panique, c'est généralement pas le cas et des manifestations d'hyperventilation peuvent alors s'ensuivre, ce qui va accentuer les symptômes et provoquer davantage d'inquiétude chez la personne concernée. Cette alcalose va entraîner des symptômes, donc les symptômes de l'hyperventilation, qui sont des difficultés respiratoires, la sensation de manquer d'air, mais aussi la sensation de tête vide ou cotonneuse, les étourdissements, des maux de tête. Ça peut être des sensations de vertige, la vision qui se brouille, l'impression d'irréalité, le sentiment de dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'impression d'être là ou d'être à l'intérieur de son corps. On peut avoir l'impression qu'on est un peu à côté. On peut avoir cette sensation que ce qui est en train de se passer n'est pas en train de se passer, que c'est pas réel, qu'on est en train de rêver un peu, que enfin voilà, c'est une sensation un peu d'étrangeté quelque part. Ça vient de l'hyperventilation. On va également avoir donc la moiteur des mains, les bouffées de chaleur, mais aussi des picotements aux extrémités, des engourdissements, des raideurs musculaires, des crampes. On peut aussi avoir des douleurs thoraciques et bien sûr une accélération de la fréquence cardiaque et des extrasystoles. Donc voilà un petit peu tous ces symptômes en fait sont liés à l'hyperventilation et sont liés au stress. Cela peut vous paraître étrange, mais lors d'une attaque de panique, le problème n'est pas qu'on n'a pas assez d'air, mais au contraire qu'on en a trop. C'est d'ailleurs pour cela qu'on conseille de respirer dans un sac en papier, parce que ça permet d'inspirer l'air que l'on a expiré, ce qui permet d'augmenter le gaz carbonique, donc dans nos poumons, et ainsi de calmer l'hyperventilation et ses effets. L'hyperventilation, à la base, comme l'ensemble des symptômes, elle nous aide à mobiliser nos réserves énergétiques lorsque l'on perçoit une menace, et donc que l'on anticipe un effort physique. Toujours le combattre ou fuir. Mais c'est aussi ce qui se passe lorsqu'on fait un effort physique, comme lors de son jogging, mais comme on utilise les ressources mises à disposition, dont l'oxygène, cela n'engendre pas les mêmes symptômes car il n'y a pas d'alcalose respiratoire. A noter que l'hyperventilation peut aussi être discrète et avoir tout de même des conséquences. Si on respire un petit peu plus d'oxygène que nécessaire, ça va aussi créer des symptômes. Donc bien respirer, c'est vraiment essentiel. Nous reviendrons donc dessus plus tard dans le module sur agir sur la respiration. Enfin, sachez qu'une attaque de panique ne provoque à peu près jamais de perte de conscience. Tout au plus, la personne peut se sentir si faible qu'elle doit s'asseoir ou s'étendre, mais cela laisse le temps de prendre les mesures nécessaires pour le faire sans se blesser, et ce, même si la personne est en train de conduire. D'ailleurs, la présence de pertes franches de conscience ou de chute avec blessure doit effectivement conduire votre médecin à soupçonner une affection médicale autre et non un TPA. Vous l'aurez donc compris, l'attaque de panique provient d'une réaction d'alarme du corps qui est mise en place par le stress suscité par la perception réelle ou imaginée d'un danger. Il est normal de stresser lorsqu'il y a un danger et c'est très utile puisque cela nous permet d'être prêts à réagir à la menace plus efficacement. Le stress est donc normal et utile comme toutes les émotions en fait. Le stress n'est pas une maladie. Le stress est une fonction adaptative qui a permis à l'humain de survivre jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les situations qui nous stressent menacent rarement notre intégrité physique et donc la réaction de notre corps n'est pas très adaptée à la situation. Transpirer beaucoup au cours d'un entretien d'embauche n'aide généralement personne. Mais l'évolution du corps humain n'a pas encore eu assez de temps pour s'adapter à nos vies dans des sociétés modernes. Je vous parle en termes de stress depuis le début, mais nous parlons de crise d'angoisse ou d'attaque de panique, de troubles anxieux et d'avoir peur. C'est compliqué de vous donner une définition claire et définitive de ces termes, car il y a des définitions un petit peu différentes selon l'auteur et son orientation. Par son orientation, c'est-à-dire que, en fonction de la formation en psychologie et le courant de pensée dans lequel s'inscrit l'auteur, il va y avoir des différences. Et bref, ça serait beaucoup trop long de tout vous détailler ici, et qui plus est, ça n'aurait que peu d'intérêt.
Retenez simplement que le stress, la peur, l'anxiété, l'angoisse, la panique sont des émotions différentes, mais que l'on peut regrouper dans la grande famille émotionnelle de la peur. On peut le voir un peu comme une même émotion, mais avec des intensités différentes et peut-être quelques petites nuances particulières. Pour info ou pour rappel, on distingue 5 émotions de base: la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. La peur va être déclenchée lorsque l'on perçoit un danger ou une menace. Cette menace peut être réelle ou imaginée et anticipée. En général, lorsque la menace est réelle, on parlera plutôt de peur, tandis que lorsqu'elle est plutôt imaginaire ou disproportionnée, on parlera plutôt d'anxiété. Ainsi, on dira que Pierre a peur du loup, mais on dira que Martine est anxieuse lorsqu'elle n'arrive pas à s'endormir en se faisant du souci pour ses enfants, qui pourtant vont très bien. Les émotions de la famille de la peur, comme les autres, sont normales et utiles. J'insiste vraiment sur ce point. C'est vrai que parfois il s'agit d'émotions désagréables, voire très désagréables, mais elles nous ont permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Et notamment la peur en nous aidant à nous préparer au danger et à ne pas foncer tête baissée dans des situations à risque. Toutes les émotions sont utiles, car elles sont des messages importants qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui pose problème et nous permettent de survivre, mais aussi de savoir ce qui est important pour nous. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, car c'est un sujet à part entière. Une formation est entièrement dédiée aux émotions. Si cela vous intéresse, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Revenons à la peur. Comme je vous l'ai déjà dit, la peur permet de se préparer à réagir au danger via des réactions types qui sont fuir ou combattre. Mais la peur est également utile car elle va nous inciter à passer à l'action, en nous motivant par exemple à préparer notre entretien d'embauche par peur que celui-ci ne se passe pas bien. Elle va donc nous permettre d'anticiper, mais elle va également nous permettre de rester concentrés sur la tâche à accomplir. Le stress peut se déclencher dans différents cas de figure qui peuvent être considérés comme une menace. Le truc, c'est que c'est souvent inconscient. On se dit rarement qu'on est en danger lors d'un entretien d'embauche et pourtant ça n'empêche pas d'être stressé. L'acronyme SINE de Sonia Lupiens permet de se rappeler des cas de figure pouvant susciter du stress. Le C pour contrôle, ou plutôt pour la perte de contrôle. Le I pour imprévisibilité, lorsque quelque chose d'inattendu se produit ou qu'on ne sait pas si quelque chose va se produire. N pour nouveauté, quelque chose qu'on n'a jamais rencontré avant, peut être effectivement une source de stress. Et le E pour ego menacé, c'est-à-dire lorsqu'on met en doute ses capacités. En gros, c'est quand on a l'impression qu'on n'arrivera pas à gérer les choses. Toutes ces situations peuvent entraîner du stress et c'est valable pour tout le monde. Nous avons par contre un seuil de déclenchement du stress qui va être différent d'une personne à l'autre. En fait, le stress provient d'une interaction entre la personne et son environnement. En effet, le stress va dépendre de comment la personne perçoit la situation. On peut s'en rendre compte que ce n'est pas seulement une question d'environnement, parce qu'une personne peut trouver une situation stressante alors qu'une autre non. Donc c'est bien que ça dépend aussi de la personne et pas seulement de la situation en elle-même. Après, effectivement, un environnement peut induire plus ou moins de stress, et les situations dont nous venons de parler avec le ciné, justement, nous aident à identifier ces situations. Cela dit, c'est une bonne nouvelle que ce soit une question d'interaction entre l'environnement et la personne, parce que ça signifie que la personne peut modifier l'impact d'un stresseur, notamment via des stratégies cognitives et ou émotionnelles dont nous parlerons plus tard. Le stress est présent dans certaines situations dont nous venons de parler, afin de solliciter nos ressources pour gérer la situation. Mais lorsque le stress perdure dans le temps et devient chronique ou que l'anxiété est excessive, là, ça devient problématique.